intéressante, ce qui nous a permis de postuler à la fourniture d'un fonds de Mozilla qui s'appelle Mozilla Technological Fund, où ils fournissent, du coup, ils financent des projets qui font de l'IA pour la bonne cause, enfin du moins d'une IA positive. Et donc, on fait partie de ce programme-là. Donc, ils fournissent un accompagnement. On a fait une interview avec eux. Ils peuvent fournir du soutien marketing aussi. Et on va participer à un événement Mozilla à Amsterdam fin juin. Et alors, comment on organise un peu le projet? On a créé aussi un Discord, mais il faut avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités, comme finalement la plupart des contributeurs sont sur le Slack de Data for Good. On fonctionne comme ça. Et on a, alors si je peux vous dire aussi, on a du coup un site internet codecarbone.io qui est du coup le point d'entrée un peu marketing si on veut, où ça présente juste le projet de façon basique. Et après, on a du coup un site, on a surtout le GitHub, Code Carbone, sur lequel on trouve un lien vers la documentation, donc, qui est générée par Sphinx. Je pourrais vous en parler un peu plus après. Du coup, là où on explique la méthodologie, c'est plus une documentation technique sur le package, mais qui ne fait pas que présenter l'usage basique. On a aussi un peu de contexte avec la méthodologie. Donc ça, c'est les deux sites, on va dire, principaux. Et sinon, donc, on a sur le GitHub, on a un README qui présente le projet et qui présente rapidement comment l'installer. Mais si quelqu'un a besoin de plus d'infos de comment l'utiliser en détail, ça va être dans cette page de documentation. Il y a eu un peu un arbitrage de fait entre cette page de doc et le README. Donc le site internet, qu'est-ce que je peux vous dire sur les... Oui, on a différents README parce que dans le Code Carbone, je vais vous montrer plutôt dans... Ici, voilà, il y a un peu une question d'architecture qui peut vous aider à mieux comprendre. C'est qu'on a la partie basique du package Code Carbone, donc un package Python qui va tourner sur votre serveur. Donc vous pouvez l'utiliser de cette façon-là et ne pas communiquer avec l'API qu'on a développée. Mais on a du coup ce package Python, on a en option une API qui, elle, communique avec une base de données PostgreSQL pour stocker les différentes données. Et on a un dashboard qui présente les données qui sont remontées par l'API. Et donc ça, c'est un dashboard qui a été fait en Dash. Et ça met un petit peu de temps. Normalement, c'est instantané. Alors, c'est bizarre. C'est le fameux effet démo. Bon, c'est étrange. Mais du coup, le dashboard, en attendant que ça veuille bien charger, ça ressemble à ça. Ça va présenter les différents projets qui remontent des données à l'API. Et ça donne un peu des équivalents de consommation par rapport à une voiture ou une maison. Et on peut voir le détail de ces différentes exécutions de code carbone. Voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade? Non, tout est clair pour vous? Sinon, je peux rentrer plus précisément dans le code. Ce que j'avais noté, ah ici le board GitHub, voilà, pour ce qu'on essaye de faire aussi. Alors j'avoue qu'on ne l'utilise pas forcément trop au quotidien, mais c'est utiliser la fonctionnalité projet là, de GitHub pour organiser un peu le projet. Ça permet d'avoir un peu les tâches à faire, quelles sont les tâches en cours et quelles sont celles qui sont faites. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, qui a l'avantage d'être intégrée au GitHub.
Et on a aussi sur le GitHub évidemment des issues, et comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre d'issues parce que c'est par là qu'on a le contact finalement avec nos utilisateurs qui vont remonter finalement les problèmes qu'ils rencontrent, poser des questions. Donc ça fonctionne pas mal par ce biais-là, le contact avec les utilisateurs. Alors, il faut savoir qu'effectivement, un code carbone, c'est un projet qui est plutôt destiné aux développeurs, donc ça marche bien, mais bon, évidemment, pour d'autres types de projets, ce ne serait pas le canal le plus adapté. Mais c'est important de régulièrement regarder ces issues et de les suivre. Et on a aussi des pull requests qui arrivent même par des utilisateurs qui font pas partie de l'équipe de développement, mais qui contribuent comme ça volontairement. Donc ça, c'est aussi très gratifiant de voir que le projet intéresse au point que des personnes souhaitent y contribuer. Ensuite, donc là, c'est pour... voilà, il y a les différentes parties. Et alors, chose importante sur le code, c'est qu'on est en mono repo, c'est-à-dire qu'on a juste le dépôt GitHub Code Carbone et que à la fois le package, l'API et le dashboard sont dans le même projet. Donc, il y a des pour et des contre. Là, on a fait ce choix-là pour le package. Après, il y a des grandes sociétés qui travaillent de cette façon-là et d'autres qui préfèrent avoir plein de petits projets. Après, chacun est libre. Et nous, on avait fait ce choix-là. Et donc, on a le package code carbone, du coup, qui est dans le dossier source code carbone. Et par exemple, l'API, elle va être dans un dossier carbone server. Et on retrouve un README, en fait, dans ce dossier, qui est celui que vous voyez ici, qui explique l'architecture, un peu le schéma de la base de données, qui donne, du coup, des informations spécifiques à cette partie API. Et on va trouver un dossier dashboard, où, de la même façon, là, on va avoir le dossier dédié au dashboard avec la partie dash et ses propres méthodes qui vont être stockées ici. C'est les propres packages. Et on a également une petite partie visualisation qui est un petit dashboard historique qui constitue du coup un peu une troisième fonctionnalité de code carbone. Et après, la partie doc, elle est dans un dossier ici, doc, et on a dans edit ici, on a des fichiers du coup qui sont dans un style d'écriture, des fichiers texte, et c'est à partir de ça que Sphinx va générer le site de documentation. Et alors, c'est pas forcément... Et Sphinx permettrait aussi de générer de la doc à partir du code, mais pour l'instant, on ne le fait pas. C'est vrai que toute cette partie doc, elle est dans ces fichiers-là, et du coup, ça fait un peu une double saisie entre la partie code et la partie documentation. Il y a peut-être des choses à améliorer à ce niveau-là. Mais donc tout ça, ça fait un peu des environnements différents à gérer. Et on a aussi quelque chose d'important qui est le fichier. Donc on a le fichier licence qui va donner la licence de code carbone. Donc là, on est en licence MIT. On a donc le README qu'on voyait tout à l'heure. Et on a le contributing qui est vraiment très important si vous voulez avoir des contributions extérieures et même pour l'onboarding de nouvelles personnes et même pour soi-même. Moi, je m'en sers toujours. Je vais vous montrer. Voilà, prévu sera plus joli. Du coup, dans ce fichier contributing, c'est un peu un standard de le nommer comme ça. On va indiquer comment contribuer à Code Carbone, quelle est la stack technique et comment on fonctionne. Donc, il est assez long maintenant parce qu'on explique comment l'installer, comment le tester, comment on peut simuler une charge de CPU pour utiliser Code Carbone, voir si ça fonctionne correctement, comment utiliser le débugger dans VS Code. Ça permet que quelqu'un qui voudrait le débugger, il a déjà toutes les infos ici, il n'a pas à rechercher comment on fait du debug dans VS Code. On a la partie, c'est le dashboard, on explique comment le lancer, l'autre dashboard aussi, comment lancer l'API. On a aussi comment est-ce qu'on utilise, quel style de code on utilise pour écrire le code, comment on va faire le packaging, comment on fait une montée de version.
comment on crée la documentation, voilà, et comment voilà, on fait le release process, donc de dire, voilà, parce que Code Carbone, du coup, le package, il est publié, il y a une action manuelle, enfin, tout est automatisé en CI, mais on fait une action manuelle pour publier le paquet. On ne publie pas des versions à chaque fois qu'on merge sur master. Enfin, c'est un choix qui a été fait. Après, on pourrait aussi choisir de publier automatiquement, mais là, ça permet voilà, de revoir un peu les notes de release, etc. Et ouais, j'ai ajouté par exemple, récemment comment on pouvait restaurer une base de production pour l'avoir en local. Et comment même, voilà, il y a aussi la documentation sur comment on met en prod. Alors évidemment, on ne met pas les mots de passe, mais comme ça, voilà, on est transparent sur le fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie qui est utile à tout le monde pour bah, expliquer comment on travaille sur un projet de cette taille-là. Et le projet en lui-même, voilà, donc il y a un historique. Historiquement, on utilisait un fichier setup.py pour indiquer. Du coup, et je ne sais pas si tout le monde est familier avec la façon dont on publie les paquets sur PyPy, mais du coup, on a un outil de build pour créer les paquets qui est lancé par la CI et qui peut utiliser différentes sources. Donc là, historiquement, c'était le setup.py et là, on est en train de migrer à un fichier pyproject.toml qui est du coup la nouvelle façon de décrire des projets Python et qui permet plus de souplesse dans les déclarations et après peut être lu par différents outils. Voilà, et donc ça, c'est une migration qui est en cours. Cette partie de... Et je vais peut-être vous montrer la CI, ça permettra d'être plus visuel. Donc pour la CI, on utilise GitHub Action. Et on va voir... je vais peut-être vous montrer le CI qui a fonctionné, mais on a du coup différentes... alors c'est peut-être plutôt sur une pull request, on va regarder. Par exemple celle-ci. Donc on a des tests aussi, oui c'est quelque chose aussi d'important, c'est que les pull requests, on peut régler justement le fait qu'elles lancent les tests ou pas, et d'empêcher par exemple la validation d'une merge request si les tests ne sont pas passés. Donc ça je peux vous le montrer. Si on prend comme celle-ci où les tests ne passent pas encore, voilà, il y a des tests qui ne passent pas, et là on voit on ne peut pas merger tant que les tests ne sont pas validés. Donc ça c'est une configuration de GitHub que je vous conseille de faire, ça évite voilà, de merger des PR sur des choses qui ne fonctionneraient pas. Et du coup, on peut voir ici que la CI, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lancer un build du paquet pour voir si on arrive à builder. Elle va lancer les pré-commits, donc ça va être de vérifier le style d'écriture, le linting du code, voir si les variables sont bien déclarées, des choses comme ça. Et la gestion des longueurs de chaîne, des retours chariots, quand est-ce qu'on met deux lignes vides, une seule, etc. On build dans deux versions différentes. Là, avec 3.8, c'est pour Python 3.8. Et avec Python 3.11, on a choisi de mettre un peu une version ancienne, une version récente. Dans l'idéal, on pourrait lancer sur toutes les versions. Et on teste voilà, le côté API. On va tester l'API. Enfin, voilà, il y a différentes tâches de CI qu'on va retrouver ici dans Action. Et donc, chaque tâche de CI peut être découpée en plusieurs morceaux aussi. Là, on voit le build et test API. Et on a aussi la matrix build, c'est là où on va tester deux versions. Donc, ce qu'on appelle matrix, en fait, c'est au lieu de définir plusieurs fois dans notre fichier de configuration de CI, on peut dire, ah ben, on veut tester Python 3.8 et Python 3.11, et c'est automatiquement GitHub qui va créer les combinaisons. On peut même faire plusieurs sortes de combinaisons. Par exemple, on pourrait tester Python sous Windows, Python sous Linux, et puis du coup avoir quatre jobs qui vont être automatiquement créés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante. On a la partie voilà, build package qui, elle, va générer du coup le paquet qu'on va pouvoir envoyer à PyPy si on veut le déployer. On a la partie pré-commit,
Et la partie voilà, release drafter, c'est elle en fait qui va créer le draft de release. Donc, je vais vous montrer ce que ça veut dire concrètement. C'est ici. En fait, on va avoir la release qui dit il y a telle nouveauté dans le paquet. Donc, voilà, si je reviens ici on voit voilà, le dernier mail a généré un draft, et donc là il est en draft, ce qui veut dire que la release n'a pas été publiée, et il nous propose automatiquement cette liste d'évolution en listant les contributeurs. Donc tout ça c'est généré automatiquement. Et après, moi par exemple, si je dis je veux vraiment publier le paquet, je vais pouvoir éditer éventuellement la liste et faire publish, et automatiquement ça va déclencher un autre job de CI qui lui va aller publier sur Pipey. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir, parce que n'importe qui là, peut accéder à cette liste et du coup voir un peu qu'est-ce qui a changé dans le paquet, et c'est fait automatiquement. Parce que sur d'autres projets, je fais un fichier changelog et du coup, faut l'alimenter. Et là, on utilise la fonctionnalité de GitHub qui automatise finalement ce process. Et alors, je sais pas si vous êtes familier avec les CI GitHub, je vais vous montrer comment ça marche. Du coup, il y a un point GitHub, et après, les différents workflows sont déclarés dans des fichiers YAML. Donc, on peut avoir un seul fichier YAML pour tout, mais c'est pas mal de découper par certains moments pour plus de clarté. Et donc, par exemple, pour tester l'API, on a besoin d'une base de données Postgres, et donc là, on va demander à GitHub de créer, de lancer finalement un Docker avec PostgreSQL pour permettre de tester l'API. Donc c'est des choses comme ça qui sont très intéressantes. Et ce qui m'amène effectivement ce Docker-là, on l'a aussi en local pour les développeurs pour qu'ils puissent tester. Et voilà, le release drafter, c'est ça en fait. Donc on utilise vraiment un composant. Là, c'est aussi quelque chose qui est offert par GitHub, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent créer des genres de plugins qu'on va pouvoir référencer, et comme ça, on n'a pas à écrire plein de code ici. Automatiquement, on dit on veut récupérer ce plugin en quelque sorte, et on lui donne notre token GitHub, et ça va automatiquement faire ce que je viens de vous montrer. Voilà. Et la publication Python, c'est un peu pareil. On fait un checkout, on installe Python 3.8, et on va faire la publication avec ici aussi un plugin. Après, la publication Python, ça prend une ligne de code en général, donc ça ou deux, on aurait pu aussi le faire, mais voilà, ça permet aussi de se reposer. Et par exemple, ici, on peut mettre à jour ce paquet pour bénéficier des nouveautés sans avoir à recoder des choses. Et voilà, les pré-commits, c'est pareil, on installe les pré-commits et on lance les pré-commits. Et oui, une chose aussi, que dans ce point GitHub, donc en dehors des workflows, c'est intéressant, ça, c'est qu'on peut créer des templates pour quand quelqu'un va ouvrir une issue, automatiquement, ça va être pré-rempli avec ce qu'on voit ici. Si je reviens ici, si je fais issue et que je fais une nouvelle issue, hop, automatiquement, on lui dit, il faut nous dire quelle est la version de code Carbone, la version de Python, sur quel OS vous êtes, et ça permet de cadrer un peu la soumission des issues. Alors, c'est pas, on peut, bien sûr, n'importe qui peut l'effacer pour écrire autrement, mais ça permet de guider un peu les personnes sur la façon de créer une issue. Donc, c'est une fonctionnalité intéressante. Et il y a la même chose pour les PR aussi, si on le souhaite. Là, on ne l'a pas fait, mais c'est aussi une possibilité. Et voilà, et le release drafter, là, il a aussi son fichier de configuration qui permet de gérer la façon dont il va être présenté. Voilà. Et pour Conda, on a aussi un fichier spécial qui permet de publier sur Conda. Et donc là, on voit qu'on est un peu... On pourrait aussi l'améliorer, parce que là, on voit qu'on a les dépendances sont en dur dans ce fichier-là, et il y a aussi on pourrait utiliser d'autres systèmes pour le remplir automatiquement. C'est qu'on n'est pas encore très bon sur la gestion des dépendances, et c'est ça que je suis en train d'essayer d'améliorer avec Hatch, dont on peut parler si vous voulez, mais vous avez peut-être des questions, non? Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Oui, bonjour. Oui.
Bonjour, moi j'avais une question sur là où de un peu de roadmap en fait. Là, vous avez parlé de mettre Hatch pour gérer les dépendances, mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions, d'autres trucs sur lesquels vous avez besoin d'un coup de main? Je pense à des histoires pour. Est-ce qu'il y a un projet pour le rendre, on va dire enterprise ready avec du hosting ailleurs enfin que les gens puissent faire leur propre hosting ou des choses comme ça? Potentiellement, oui. Après, on pourrait en discuter. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi pour l'API, c'est par rapport à l'API, par exemple, si quelqu'un veut auto-héberger l'API, enfin, Par exemple, ouais. voilà, et donc ça, on fournit un Docker Compose Mhm. qui permet de lancer l'API n'importe où. Mais voilà, on n'a pas fait plus que ça, donc si vous avez des idées, on peut effectivement en discuter. De toute façon, on est toujours voilà, on a une roadmap, mais après, voilà, pour être honnête, ça dépend beaucoup du facteur humain et de l'envie des personnes et ce qu'elles ont envie de développer. Et donc, on a des contributions voilà, c'est un peu un arbitrage entre. Donc, on a ici, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a quand même ce qu'on essaye de faire, c'est de taguer les issues Mhm. avec, donc pour indiquer ce qui est des bugs ou un peu la partie du projet concernée, mais aussi de mettre des priorités. Donc ça, c'est aussi un moyen voilà, par exemple, si on veut regarder les issues qui ont été taguées priorité 1, voilà, on peut voir quelles sont celles qui sont prioritaires, mais rien n'empêche quelqu'un de faire des contributions sur des choses qui ont été jugées moins prioritaires. Donc c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Il Mhm. y a pas de... Ok, très bien. C'est la grosse différence, voilà, des projets bénévoles, quoi, Oui, ouvert à toute discussion et contribution. je connais. Bon, voilà, mais oui, pourquoi pas, il y a effectivement cet aspect entreprise qu'on essaye éventuellement de creuser, parce que c'est sûr que c'est difficile de savoir aussi, quand on fait un projet comme ça, qu'est-ce qui est intéressant ou pas comme fonctionnalité, parce que par exemple l'API, certaines entreprises nous disent ça ne nous intéresse pas parce que ça fait un dashboard de plus. Mhm. On préfère par exemple la remonter vers Prometheus, et il y en a d'autres qui vont trouver ça très bien. Donc là, honnêtement, l'API, depuis qu'on l'a développée, on n'a pas l'impression qu'elle est tellement utilisée. Mhm. Et on ne sait pas si c'est parce que justement c'est un peu public l'API et que ça gêne des personnes, ou est-ce que c'est parce que voilà, on n'est pas allé assez loin dans le développement, ou est-ce qu'au contraire c'est parce que finalement ça sert à rien. C'est vrai qu'il y a ce côté-là quand on gère un projet qui est pas évident de savoir est-ce que ça a une utilité ou pas d'arbitrer entre tel et tel. Alors quand il y a des bugs qui sont remontés par des personnes extérieures, on essaye de prioriser ça. Mais quand c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est pas évident de savoir quelle orientation prendre. D'accord. Très bien. Et sinon, j'avais une autre question. En fait, là, tout à l'heure, vous avez parlé de nombre de téléchargements sur PyPy. Hum. Euh, et en fait, quand on regarde comment est-ce que il y a d'autres projets qui sont relatifs à l'IA, qui sont beaucoup plus téléchargés, qui n'ont rien à voir, hein. Mais du coup, comment est-ce qu'on interprète ça? Parce que est-ce que ça se compare ou pas? Est-ce que les gens, ils s'en fichent de la consommation carbone? Euh, voilà, question un peu ouverte. Oui, non, c'est sûr que c'est pas, on n'est pas le projet d'IA le plus utilisé, malheureusement. Et pourtant il y a une vraie valeur. Enfin, Oui, oui, non, il y a quand même un vrai usage et il y a un vrai intérêt pour le sujet. Et en plus, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à Code Carbone, c'est qu'on entend beaucoup de choses, on entend un peu tout et son contraire sur l'IA en termes de consommation. Donc, ça permet de mettre des chiffres. Mais voilà, c'est pas malheureusement, Samuel pourra vous en parler aussi, là, qui est dans le talk, que c'est. Voilà, on essaye d'en parler, de faire connaître l'outil et pas même en dehors de Code Carbone, hein, l'impact de l'IA, d'en parler et de faire réagir et aussi voilà, de demander à des entreprises comme Mistral AI de publier leur empreinte carbone, mais ça n'a pas encore l'air d'être trop à la mode. Donc voilà, il y a Facebook dans leur papier, ils indiquaient quand même la consommation électrique. Donc ça dépend un peu des projets. Et après, il y a l'AI Act européen là, qui arrive et dans la version en tout cas provisoire du texte, il parle d'imposer le fait de publier justement l'empreinte énergétique des modèles.
Ah, Ça va dans la bonne direction, mais ça a l'air d'être considéré par beaucoup comme une donnée stratégique et qui n'est ouais. pas forcément dévoilée. Mais oui, voilà, Code Carbone, bon, après, par rapport aux outils concurrents de Code Carbone, on se débrouille pas trop mal, hein. J'ai vu, il y a des outils qui, quand ils sont lancés, voilà, il y a une bonne traction, mais après, voilà, il n'y a pas forcément de... Ça suit pas, et Code Carbone, petit à petit, bah, il progresse. Mais voilà, c'est dur aussi, hein, de connaître les usages d'un projet comme ça, parce qu'on n'a pas... Alors, on n'a pas forcément la vision. Les téléchargements en PyPy, bah, c'est pas non plus un indicateur très. Enfin, c'est fiable sur le nombre de téléchargements, mais ça ne dit pas est-ce que c'est la même personne qui a une CI qui télécharge 10 fois par jour le paquet, ou est-ce que c'est une personne qui a téléchargé une fois et puis qui l'utilise énormément sur plein de serveurs. Voilà, c'est un peu délicat, voilà, dans le nombre d'usages. Donc après, il y a aussi, voilà, les étoiles sur GitHub, mais c'est pareil, tout le monde ne vient pas mettre une étoile. Donc c'est pas évident, hein. Il y a aussi les citations dans les papiers scientifiques. Code Carbone est quand même de temps en temps cité dans les projets. Enfin voilà, c'est pas évident, mais de mesurer la notoriété d'un projet. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. J'ai posé une question dans le chat. Affiché. Ah oui, il est là, pardon. Je sais pas si c'est pertinent. Alors, vous me dites, m'arrêtez si ça ne l'est pas. Oui. Alors, qu'est-ce que... Code Carbone vient remplacer... Ok, ah oui, pardon. Du coup, oui, Code Carbone, il va pas remplacer un outil d'IA, c'est un petit paquet Python. Donc l'empreinte de Code Carbone pour mesurer, elle est très très faible parce que Code Carbone, il va se lancer finalement. Il y a ce qu'on appelle un scheduler qui va le lancer à intervalles réguliers. Donc ça va être par exemple toutes les 10 secondes et il va juste aller lire un fichier et appeler une API de la carte graphique pour savoir quelle est sa consommation. Il fait le calcul et il s'arrête en quelque sorte. Il se met en veille. Donc il y a vraiment un impact négligeable de Code Carbone, mais du coup, on remplace rien du tout. Ça vient mesurer ce qui se passe en fait sur la machine sur laquelle tourne Code Carbone. Et après, c'est à l'utilisateur de regarder, ah bah tiens, quand j'ai fait telle modification, ça consommait moins, ou des choses comme ça. Ça permet voilà, de faire une mesure et de comparer des choses entre elles, et notamment la région sur laquelle on a fait tourner. Par exemple, si vous avez la possibilité de faire tourner un entraînement de machine learning en France, ou de le faire tourner en Allemagne, ou de le faire tourner en Pologne, et ben, Code Carbone va tout de suite vous montrer qu'en Pologne, ça émet beaucoup plus de CO2 que de le faire en France. Donc ça va servir à ce genre de choses, et ça va aussi servir à indiquer le bilan carbone finalement d'un entraînement de machine learning, ou d'estimer l'empreinte carbone d'un appel d'inférence, des choses comme ça. Et alors, ce que ne fait pas Code Carbone non plus, c'est d'estimer l'empreinte carbone sur le cycle de vie. Donc ça, il y a Boa Vista, dont s'occupe Samuel, entre autres, qui est plus sur cette partie-là d'empreinte carbone globale du matériel. Donc voilà, on a un peu on est sur la partie vraiment mesure à l'utilisation. D'accord. Ça répond à la question. Oui, ça répond plus ou moins à la question. Ça pose une autre question, c'est au niveau de la concurrence. Vous avez parlé de concurrents, d'outils concurrents, en fait. Quelle est la plus-value de Code Carbone, en fait? Il y a le côté support, il y a le fait de gérer différents matériels, et aussi, par exemple, on supporte sous Windows et Mac, en fait, c'est pas la même façon de mesurer, donc on supporte tous les OS. On va aussi avoir un système, si justement on n'arrive pas à mesurer directement le CPU, on a un système où on fait une estimation. Et il y a les différentes possibilités d'export aussi qui sont un plus de Code Carbone par rapport à d'autres outils. Mais voilà, après, on n'est pas en concurrence non plus, hein. Si d'autres outils sont mieux, c'est tant mieux, hein, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi la cible peut être différente. Par exemple, il y a l'outil Scaphandre dont vous avez peut-être entendu parler, qui est développé aussi par un Français.
qui lui est plus adapté à une infrastructure Kubernetes, etc. et plus cible plus finalement les administrateurs de parcs que les développeurs data scientists. Alors que Code Carbone s'adresse plus aux data scientists. Donc il y a aussi une question de cible entre les projets. Très bien, merci. Je vous en prie. Si vous voulez, je peux vous parler de Hatch, qui est l'outil que je suis en train de mettre en place pour Code Carbone. Et donc Hatch, c'est un outil qui n'est pas très connu, mais ceux qui ont entendu parler de Poetry, c'est un peu un concurrent, si on peut dire, de Poetry, mais ça va faire un peu plus de choses que Poetry. Et j'ai trouvé ça assez intéressant pour Code Carbone, parce qu'il permet à la fois de gérer la gestion de dépendance, donc ce qu'on fait avec les pipes install, de gérer aussi la création d'environnement, donc ça remplace PyEnv ou des choses comme ça, ou VEnv. Ça va aussi gérer l'installation de versions de Python. Par exemple, si on dit je veux lancer un test en version 3.8 de Python et qu'on ne l'a pas sur sa machine, Hatch il va l'installer tout seul dans un environnement dédié. Donc ça, c'est aussi intéressant pour ça. Et ça permet de configurer aussi des lancements de commandes, un peu comme on peut le faire avec un Makefile. Donc ça fait pas mal de choses, et donc je trouve ça assez pratique d'avoir un seul outil qui gère tout. Donc je peux vous parler un peu de la façon dont je l'ai mis en place. Et donc on a un fichier pyproject.toml qui dit que voilà, on a besoin de Hatchling, donc c'est l'outil qui est derrière Hatch qui sert à faire les builds. Et on va décrire le projet. Donc ça, c'est commun finalement à... Le pyproject.toml, c'est quelque chose qui a été standardisé par la communauté Python. Donc ici, on a un dossier project, on va décrire le nom du projet, comment il fonctionne, où est le fichier README. Là, je vois que la licence, il faudrait que je l'ajoute. Quelles sont les versions de Python nécessaires, les auteurs, enfin voilà, c'est assez classique. On indique les dépendances de base du projet, on peut indiquer donc les dépendances optionnelles, et on va pouvoir indiquer quels sont les scripts créés par le projet. Donc c'est quand quelqu'un fait un pip install de Code Carbone, et il a automatiquement un outil Carbon Board et Code Carbone qui va permettre, par exemple ici dans ma ligne de commande, je peux taper Code Carbone et monitor, et ça va me lancer Code Carbone pour mesurer ce qui se passe sur ma machine. Donc on voit qu'il a détecté le CPU, le GPU, et qu'il est en train de monitorer. Donc c'est comme ça que ça se déclare finalement. Et là, ce qu'on met derrière, ça va être le chemin Python de dire c'est dans le dossier finalement Code Carbone, CLI, main, et on lance la méthode Code Carbone. Donc là, on dit pour l'environnement qu'on gère Hatchpad Compile, qu'on a besoin qu'un outil qui permet de générer les fichiers requirements.txt. Donc ils sont une version un peu historique et qui permet d'arrêter comme ça des versions. Donc là, le fichier a été auto-généré. Dans le pyproject.toml, c'est un peu toute une histoire quand on publie des paquets de gérer les versions de dépendance. Là, on a fait le choix, par exemple, de ne pas mettre de version, de restriction de version. Mais donc, quand on va l'installer à un instant T, quand je lance Hatch sur ma machine, il va créer le fichier requirements qu'on va pouvoir committer, et un autre développeur, si j'ai un problème, par exemple, si on veut reproduire l'environnement pour mettre en production, on va pouvoir faire l'installation à partir de ce requirements, où là, les versions ont été bien arrêtées spécifiquement, et on sait que dans cet état-là des différentes versions, tout était bien compatible et ça marchait. Donc c'est un point qui est assez pratique. Donc Poetry, pour ceux qui connaissent, il gère ça avec un fichier Poetry Lock, qui est aussi une solution qui est très bien et qui n'existe pas tout à fait dans Hatch, mais qui est, avec ce plugin, on a un peu l'équivalent. Donc on peut dire que Carbon Board, si on veut le lancer, on peut créer en fait des environnements dédiés. Donc par exemple là pour Carbon Board, je crée un environnement à part où je dis de quoi il doit hériter et comment il va être lancé, ce qui va me permettre de lancer Carbon Board. Et pareil pour la doc, on peut créer un environnement dédié pour fabriquer la documentation.
Et on a comme ça des choses, on peut aussi définir des scripts, par exemple pour le dev, des scripts pour lancer les pré-commits, pour lancer le mint, donc ça permet de faire des choses comme ça. Pour les tests, pareil, de dire ah ben, les tests, quand on lance les tests, on a envie de les lancer de cette façon-là, et comme ça, une personne qui veut lancer les tests, elle peut taper hatch run test 2 points, et il y a quoi package, voilà. Et là, ça va lancer finalement cette commande. Et du coup, moi, la commande que je viens de lancer, c'est elle que j'ai référencée dans le contributing. C'est pour ça que c'est important le contributing. On va dire ici comment est-ce qu'on va utiliser hatch. Du coup, on fait hatch env create et là, il va créer l'environnement, vérifier que la bonne version de Python, etc. Donc l'environnement par défaut. Et si on veut lancer les tests, on dit on lance comme ça. Et on dit aussi, si on veut lancer uniquement un test en particulier, on peut le faire de cette façon-là. Bon, donc là, évidemment, il y a une erreur. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, pour lancer l'API, par exemple, on a je peux vous montrer ici. En fait, on va faire pareil hatch run dashboard. Et en fait, ça va lancer, voilà, ça lance le dashboard en local. Et on peut voir aussi, si on veut lancer l'API, bon là, elle était déjà lancée, je pense. Je vais regarder ici. Dans mes plugins, non, elle n'était pas lancée, donc on va le faire. Donc on peut avoir comme ça des commandes qui sont prédéfinies plutôt que qui permettent, là finalement ça fait juste un docker compose up, on va le voir ici. Normalement, voilà, env API, donc là il y a les dépendances qui sont dédiées à l'API, et on a ici les scripts pour l'API, donc on peut, quand je lance hatch run, ce que je viens de faire ici, hatch run API Docker, en fait on lance la commande docker compose up. Donc c'est juste un raccourci finalement, mais ça permet de dire aussi, par exemple si un jour finalement il faut lancer docker compose avec des paramètres spécifiques, on a juste à les mettre ici et ça ne change pas pour les autres développeurs, ils lancent toujours la même commande. Donc c'est ce côté-là qui peut être intéressant. Et donc là on a aussi la commande pour lancer les différents tests unitaires de l'API, donc on voit, on peut mettre comme ça API et test unit, et du coup c'est plus facile à retenir comme commande que de retenir le grand lancement. Et là, on voit qu'en plus, il a lancé... Alors, on peut lancer sur différentes versions de Python aussi, et il va gérer... Je crois que c'est hatch show, chose comme ça. Voilà, on a un raccourci qui permet de lister tous les différents environnements qui ont été créés par hatch. À quoi ça correspond, quelles sont les dépendances associées, et quels sont justement les scripts là, qu'on peut lancer. Donc comme ça, en une commande, vous pouvez retrouver, vous dire, je ne me rappelais plus que c'était test-integ, là je peux le lancer. Donc il y a ce côté-là que je trouve pratique aussi dans Hatch. Voilà. Donc là, j'ai pu reprendre à peu près tout ce qu'on faisait avec, on utilisait Tox, qui est un outil qui nous permettait de faire des tests avec différentes versions de Python. Et Hatch permet de le faire avec justement la notion de matrix. Donc là, on peut lister la liste des différentes versions de Python, et comme ça, quand on va lancer les tests, il va pouvoir les exécuter sur toutes les versions de Python. Voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici dans la fenêtre du bas. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer sur Hatch. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que du coup, Hatch, il permet aussi de builder la doc. Pour construire la doc de code carbone avec Sphinx, il y avait toute une procédure, il fallait changer de répertoire, lancer un nouvel environnement, installer les paquets dedans, alors que maintenant, on a juste à faire Hatch run doc build, et hop, ça va créer la documentation. Donc je suis
Plutôt content de Hatch. Après, on en est au tout début, donc j'ai pas de retour d'expérience sur le long terme à vous donner, mais je pense que c'est un outil à considérer, en tout cas pour un projet type Code Carbone comme ça, qui doit être compatible avec différentes versions de Python, parce que suivant les utilisateurs, et qui après, c'est pas forcément nécessaire, je pense, pour des projets de plus petite ampleur. Voilà, Poetry peut largement suffire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, personne. Eh bien, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si Ronan, tu veux donner un complément d'info. Écoute, moi donc c'est bon, Benoît. Très bien. Merci Benoît. Eh bien, merci à Yes, tous. merci à toi. Et puis, bon appétit.